Bonjour à tous et bienvenue dans cette série sur les radiofréquences. Aujourd'hui, capsule numéro 7, c'est la suite de la série, mais plus précisément, c'est la suite de la capsule précédente numéro 6. Si vous n'avez pas encore vu la capsule numéro 6, important d'aller voir la capsule avant de regarder celle-ci, puisqu'on va reprendre les exemples qu'on a fait dans la capsule numéro 6 et on va les amener un petit peu plus loin pour compléter, trouver c'est quoi les valeurs des composants LC par exemple, avec la bague de Smith et tout ça. Donc, retournez voir la capsule numéro 6 si ce n'est pas fait. Et si c'est déjà fait, allons-y dès maintenant pour la capsule numéro 7 sur les circuits d'adaptation d'impédance. Seulement un petit rappel, donc les condensateurs, qu'on a des composants série, on va avoir des composants comme les condensateurs et les inductances pour créer des circuits d'adaptation d'impédance. Donc, pour un condensateur série, la réactance capacitive, ça va être 1 sur oméga C, oméga qui correspond à 2πf, donc 2π fois la fréquence. On peut toujours traduire oméga par 2πf. Et pour ce qui est de l'inductance, en série, ça va être donc la réactance inductive va être oméga L, tout simplement, donc 2π fois la fréquence fois l'inductance. Maintenant, pour un composant en parallèle, donc la susceptance de ce composant-là, par exemple le condensateur, la susceptance capacitive, ça va être oméga C. Donc, on voit la différence en fait pour le condensateur. Lorsqu'il est en série, ça va être 1 sur oméga C. Lorsqu'il est en parallèle, c'est tout simplement oméga C. Pour l'inductance, c'est l'inverse. Pour une inductance série, c'est oméga L. Et lorsqu'on met l'inductance en parallèle, ça va être 1 sur oméga L. Donc, c'est des petites relations simples qu'il faut se garder en tête parce qu'on va les utiliser dès maintenant avec un exemple plus concret du réseau d'adaptation d'impédance. Donc, on avait fait cet exemple-là la semaine dernière, donc dans la capsule numéro 6 sur les réseaux d'adaptation d'impédance. On avait une impédance complexe. L'idée, c'était de trouver quel type de topologie avec des composants LC on était capable de former pour avoir une impédance d'entrée de 50 ohms. Pourquoi on veut une impédance d'entrée de 50 ohms? Parce que la plupart du temps, les sources qui vont fournir l'énergie à un système vont être à 50 ohms. Et pour avoir le transfert maximal de puissance, transfert maximal d'énergie, on veut adapter la source et la charge. Donc, chacun des blocs doivent être adaptés pour transmettre le plus d'énergie possible. Donc, si on réussit à trouver 50 ohms d'impédance d'entrée vue dans ce système-là et que la source est aussi à 50 ohms, il va avoir une adaptation parfaite et ainsi le transfert de la source va se faire maximum à la charge. Donc, on sait déjà qu'il y a la topologie condensateur parallèle suivi d'inductance série. Ça va nous permettre de retrouver 50 ohms. Par contre, où on avait arrêté la semaine dernière, on n'avait pas trouvé c'est quoi les valeurs du condensateur et de l'inductance précisément en farad et en Henry nécessaires pour avoir 50 ohms. Parce qu'il faut comprendre que les valeurs de capacité d'inductive, comme on vient de le voir ici, mais en fait, ça va avoir un impact sur les réactances et la susceptance. Eh bien, c'est dépendant de la fréquence oméga, qui est la fréquence en radians, où on peut trouver 2πf, qui est la fréquence en hertz. Donc, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment trouver c'est quoi les valeurs des composants LC à une fréquence, par exemple, de 500 MHz. On donne un exemple ici de fréquence, mais par contre, on comprend avec l'exemple d'aujourd'hui qu'on pourrait le faire pour absolument n'importe quelle fréquence d'opération. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? C'est tout simplement qu'on avait trouvé c'est quoi le point précis de notre charge, donc la charge 200 moins J100. On a trouvé le point sur la bague. On a vu que les déplacements possibles nous permettaient de nous déplacer vers le bas avec un condensateur parallèle et ensuite une inductance série pour remonter à 50 ohms. Donc, j'ai fait une vidéo sur les détails avec la tablette. On va écouter ça à l'instant. Maintenant qu'on connaît c'est quoi la charge qu'on veut placer dans la bague et maintenant qu'on veut adapter à 50 ohms, donc au centre de la bague, il faut connaître un peu plus la bague. Donc, je vais en parler quelques instants rapidement parce que c'est la première fois que je vous la présente dans une vidéo. Donc, la bague, comme vous voyez, plus de détails que dans la représentation que je vous faisais dans mes diapositives. Bien évidemment, on va avoir les cercles d'impédance constante, donc les cercles rouges dans ce cas-ci. On voit que les cercles rouges partent de ce point-ci et on voit les cercles qui se créent. Et les cercles bleus, c'est la même chose, mais c'est des cercles d'admittance, donc opposés à l'impédance. Donc, nécessairement, on voit les cercles bleus et rouges. Et on va remarquer aussi dans le contour, il va y avoir aussi un outil de mesure avec la longueur d'onde pour calculer, comme on avait parlé, sur les lignes de transmission. Donc, la bague de Smith, c'est toujours bien de s'en imprimer quelques copies pour aller plus en détail, pour aller mettre les points
bien évidemment sur la BAC, mais ensuite pour faire les déplacements nécessaires pour faire l'adaptation d'impédance comme on a vu dans la précédente vidéo. Donc, on connaît notre impédance, on sait que c'est Z égale à 4 moins J2. On commence par positionner le premier point, 4 moins J2, en impédance. Donc, on utilise sur les cercles rouges dans un premier temps. Donc, j'identifie le 4 et le J2, en fait le moins J2, ça se trouve ici pour les impédances. Donc, il suffit de tracer le cercle ici, le cercle de 4, donc de résistance 4, et ici la ligne pour les réactances moins J2, comme ça ici. Et on voit que le point de croisement, juste ici, ça correspond à notre impédance de charge. On a trouvé le premier point et on sait qu'avec l'adaptation d'impédance, on veut retourner à 50 ohms, soit au point central comme ça ici. Donc, c'est certain que dans la représentation graphique que je vous ai présentée à la diapositive, c'est plus simpliste. Donc, il y a moins de lignes, on se perd un petit peu moins. Mais nécessairement, on veut partir de ce point ici à droite et on veut se retrouver au point central ici. On se rappelle les deux déplacements possibles. On peut se déplacer sur les cercles de résistance constante, donc les cercles rouges, ou les cercles de conductance constante, donc les cercles bleus. Donc, tout dépendant, si on se déplace vers le haut ou vers le bas, ça va représenter un condensateur ou une inductance aussi. Commençons tout simplement par le premier déplacement. On va éliminer ça ici. Et ce qu'on veut, en fait, c'est partir du point ici, se retourner au point là. En partant du point central, on sait que le cercle de rayon 1 ici, c'est un cercle très intéressant parce que dès qu'on va se retrouver quelque part sur le cercle ici, on va pouvoir utiliser une inductance ici en série pour remonter au point central. Du même fait, si on se retrouve dans la partie supérieure, si on se retrouve sur le cercle rayon constant de résistance constante R égale à 1 ici, si on se retrouve sur cette partie-ci, on sait qu'on ajoute un condensateur en série et on se retourne au centre. Donc, à partir de là, à partir de notre point ici, il faut simplement trouver une façon de se rendre soit sur le demi-cercle du haut ou le demi-cercle du bas. Dans l'exemple que je vous ai montré dans la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai descendu sur la ligne bleue ici, donc la ligne de conductance constante ici, pour aller faire l'intersection avec ma ligne ici. Ce qu'on aurait pu faire, c'est utiliser le cercle ici pour aller à l'intersection ici et redescendre avec un condensateur en série. Donc, il y a deux options. Si on prend l'option du haut ici et on redescend par ici, la topologie, ça serait tout simplement, on aurait notre ZL, comme ça ici. On met une inductance en parallèle et ensuite, on met un condensateur en série. Et ça ici, maintenant, on voit 50 ohms. Du côté ici vers le bas, c'est l'inverse. On utilise un condensateur en parallèle. Donc, on a notre charge ZL. Maintenant, on place un condensateur en parallèle pour descendre jusqu'à la ligne ici. Et ensuite, pour remonter jusqu'à 50 ohms, on place une inductance, comme ça ici, en série, pour voir 50 ohms. Donc ça, c'est un L, un condensateur, comme ça ici. Donc ça, c'est les deux topologies qu'on pourrait obtenir avec la position qu'on a ici. Donc à partir d'une charge, on a deux options. En fait, on a plusieurs options, mais ça, c'est les deux options les plus courtes, les plus rapides pour se rendre vers le centre. Donc avec deux mouvements, deux composants, on se rend au centre. Maintenant, la question, parce que ça ici, on a fait tout ça dans la précédente vidéo, la question, c'est de savoir c'est quoi la valeur du condensateur, c'est quoi la valeur de l'inductance maintenant pour se rendre, faire le déplacement correctement à la fréquence donnée. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on va travailler à une fréquence de 500 MHz. Donc, ça va être très important pour les calculs mathématiques pour savoir quelle valeur de capacité d'inductance on a besoin à cette fréquence-là parce que les valeurs de réactance sont dépendantes de la fréquence. Donc, on va voir ça un petit peu dans quelques instants. Mais dans un premier temps, simplement avec la BAC, on va trouver c'est quoi les déplacements, c'est quoi la quantité de déplacements qu'on doit faire pour se rendre au centre. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur le déplacement sur le cercle bleu ici. On sait qu'on commence ici, on se déplace jusqu'à ce point-ci. Donc, pour ce faire, il faut lire les valeurs sur les cercles bleus maintenant. Donc, pour faire une petite différence, il faut lire les cercles sur le cercle bleu. Donc, pour le cercle bleu,
notre point de départ ici, on part à 0.2. Donc ça, c'est une lecture en admittance. 0.2 plus, pourquoi c'est positif? Parce que les admittances dans la partie du bas de la BAC, c'est positif. La partie du haut, c'est négatif. Donc c'est l'inverse de l'impédance, où l'impédance était négative dans la partie du bas et positive dans la partie du haut. Il ne faut pas oublier cette petite différence-là. Et ensuite, on lit sur le côté ici. Donc la valeur, ça devrait être J0.1. Donc ça, c'est notre point de départ. Et notre point d'arrivée ici, c'est la même partie réelle, donc 0.2. Plus, par contre, ici, la partie réactive, c'est J0.4. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un déplacement de 0.3, parce que si je fais la différence entre les deux, donc si je fais 0.2 plus J0.4, moins, donc ça c'est le final, moins le départ qui était de 0.2 plus J0.1. Donc, on se retrouve à avoir J 0.3. Donc, en fait, le déplacement il va être de 0.3 partie réactive pour ce qui est du composant condensateur en parallèle. Donc, on va l'appeler B ici, BC, pour le composant en parallèle, même qu'on peut mettre la valeur absolue, c'est tout simplement 0.3. On va garder cette valeur-là en tête pour le déplacement ici. Ensuite, pour le déplacement sur la partie pour retourner à 50 ohms, on n'utilise pas les cercles bleus, on utilise plutôt les cercles rouges. Donc, pour utiliser les cercles rouges, on doit faire une lecture sur les cercles rouges. Donc, la valeur qu'on a ici, elle est vraie pour les cercles bleus. Donc, il y a deux possibilités. Soit on fait 1 divisé par 0.2 plus J0.4 qui va nous donner la valeur intermédiaire, donc la valeur d'impédance intermédiaire ici. Donc, on va appeler Z1 par exemple. Ou on peut tout simplement le lire sur la bague de Smith puisqu'on a l'outil avec nous. Donc, pour la lecture, je vais effacer tout ça ici. La lecture, on fait la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va lire sur la bague. Donc, la partie réelle, maintenant, c'est 1. Parce que si on suit le cercle, ici, ça serait 1. Donc, je vais l'écrire en bleu. 1. Ici, on est dans la partie du bas pour les impédances, donc c'est négatif. Et ensuite, on va écrire 2 ici parce que on lit sur le cercle qui se croise ici comme ça pour le croisement ici. Donc la valeur à ce point-là, ça serait 1 moins J2 tout simplement. Et à partir de là, on sait que notre point final ici, c'est tout simplement 1 plus J0. Donc encore là, la partie réelle reste la même, c'est 1 et 1. Seulement, la partie réactive est différente. Donc, encore là, si on fait la différence entre les deux, donc, on sait que la valeur finale, c'est 1 moins plus J0, moins la valeur initiale qui était de 1 moins J2. En fait, la partie réactive même de l'inductance, puisque il va nous rester simplement la partie imaginaire, on sait que c'est J2. Ou en partie absolue, ça va être simplement 2. Donc, on va utiliser ces deux valeurs-là maintenant qu'on a trouvées, 0.3 et 2, pour aller chercher c'est quoi nos valeurs de composants pour l'inductance et la capacité, pour la capacité parallèle et pour l'inductance série pour se rendre jusque-là. Parce qu'en fait, ça, c'est les déplacements qui sont vrais, peu importe c'est quoi la fréquence. On a vu avec la bague de Smith, on n'a pas parlé de fréquence ici, c'est simplement les valeurs directes qu'on a lues sur la bague. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est comment faire la conversion, par exemple, en fréquence. Donc, maintenant qu'on a trouvé c'est quoi les déplacements possibles qu'on pouvait faire avec un ABAC de Smith, donc maintenant on retrouve les valeurs de 0.3 qu'on avait trouvé avec la BAC. Donc, le déplacement de 0.3 en susceptance ici pour descendre en capacité parallèle. Et la valeur de 2 qu'on a trouvé avec l'inductance série pour remonter à 50 ohms. Donc, une fois qu'on applique ces valeurs-là dans les formules mathématiques pour trouver c'est quoi la vraie valeur du condensateur et la vraie valeur de l'inductance, on trouve 1.9 picofarad et 31.8 nano-henry. Il ne faut vraiment pas oublier de dénormaliser pour trouver la valeur de la capacité et de l'inductance. Donc, faire 1 divisé par 5 Z0 lorsque c'est en parallèle.
et fois Z0 lorsque c'est le composant en série. Donc, il faut toujours dénormaliser parce qu'on se rappelle que l'impédance qu'on a présentée, donc l'impédance de 200 moins J100, pour la représenter dans la BAC, il a fallu la normaliser. Donc, nécessairement, on doit dénormaliser à la fin pour trouver les vraies valeurs des composants nécessaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé c'est quoi les valeurs des composants, on peut les mettre dans un simulateur pour évidemment trouver c'est quoi la réponse du système. Est-ce que ça fonctionne vraiment avec ces composants-là? Donc, dans mon cas, j'ai utilisé l'inductance de 31,6 et le condensateur de 1,9 picofarad dans la même topologie qu'on avait et j'ai mis la charge de 200 moins J100 à la fin de mon circuit. Donc, ma source est de 50 ohms et l'idée, c'est de regarder le paramètre S11 comme on a parlé dans une précédente vidéo, puisque le paramètre S11, lui, nous donne la réflexion au port, par exemple, au port 1 pour S11. Donc, ce que ça veut nous dire, c'est que si le réseau d'adaptation d'impédance transforme réellement l'impédance complexe de la charge à 50 ohms à la fréquence donnée de 500 MHz, eh bien, ça veut dire que toute l'énergie de la source va être transmise à la charge. Il n'y a aucune réflexion qui va être faite à cette fréquence-là. Donc, c'est ce qu'on peut voir aussi sur la courbe des résultats. À 500 MHz, le paramètre S11 en décibels est très faible. Pratiquement moins 60 dB et même plus bas. Donc, on se rend compte qu'il y a une très bonne adaptation d'impédance à 500 MHz. On voit que la bande, par contre, la bande passante est très étroite. On voit que si on se rend à 450 MHz, par contre, on voit que la bande passante est beaucoup plus large, mais nécessairement, l'adaptation à 50 ohms est moins bonne. Donc, c'est des paramètres qu'on peut valider avec des simulateurs. Et puis, ça nous rend compte, en fait, que les composants LC pour faire des réseaux d'adaptation d'impédance sont très bons. Par contre, ils sont bande étroite, on va dire, parce qu'ils ne couvrent pas une très large bande de fréquence. Donc, si on veut faire un sélecteur, par exemple, de fréquence, on peut le faire, mais ça ne sera pas très large bande. Donc, maintenant, on a vu c'est comment faire des réseaux d'adaptation d'impédance avec des composants LC. C'est la façon très simple de le faire avec la bague de Smith. On a vu qu'avec simplement 2 mouvements, on pouvait adapter n'importe quelle impédance à 50 ohms. Donc, c'est génial. Il y a d'autres façons d'adapter l'impédance à 50 ohms, par exemple, ou à d'autres impédances. Donc, je vais vous en présenter une en particulier parce qu'on a déjà vu le concept de ligne de transmission dans une vidéo précédente. Donc, on peut utiliser les lignes de transmission comme des circuits d'adaptation d'impédance. Je vous explique que si on a une charge complexe, comme je vous l'avais dit, les lignes de transmission, ils changent l'impédance vue à l'entrée, tout dépendant c'est quoi la longueur de la ligne. Et nécessairement, c'est quoi l'impédance caractéristique de la ligne aussi. Bien souvent, on va utiliser 50 ohms et ce qu'on avait rendu compte, c'est que pour une ligne de transmission de 50 ohms, la charge va se trouver à se déplacer dans un cercle de rayon constant centré au centre de la bac. Ce que ça va nous permettre, c'est que si on a une charge complexe, comme dans l'exemple un peu plus haut où on avait une charge de 200 moins J100, la charge se situe ici. Et si on met tout simplement une ligne de transmission, eh bien la charge vue à l'entrée, en fait l'impédance vue à l'entrée va se déplacer sur ce cercle-là. Donc, nécessairement, on se trouve à changer l'impédance vue à l'entrée. Donc, on fait une adaptation d'impédance. On se rend compte que si on avait arrêté à ce point-ci, on aurait pu mettre une inductance série, la même inductance série qu'on a mis tout à l'heure, et on aurait pu retourner à 50 ohms. Donc, la topologie condensateur parallèle inductance série, on aurait pu aussi mettre ligne de transmission et ensuite inductance série et ne pas mettre de condensateur. Donc, c'est des façons différentes de faire une adaptation d'impédance. Ça a des avantages et des inconvénients, mais simplement savoir que c'est possible de faire avec des lignes de transmission. Ce qui est super intéressant, c'est que les lignes de transmission, on peut le faire sur un PCB directement. On n'a pas à acheter de composants. Donc, on n'a pas à se procurer de composants supplémentaires ou de placer des composants supplémentaires sur notre PCB. Les lignes de transmission sont directement sur le PCB, des lignes de cuivre sur un diélectrique et donc nécessairement on peut faire plus facilement et abordablement des lignes de transmission pour changer l'adaptation d'impédance d'une charge complexe. Donc par exemple, si on avait l'exemple de tout à l'heure, ici la question qu'on se pose c'est d'avoir une impédance Zin réelle seulement parce qu'on se rend compte que si on met juste une ligne
de transmission, on va toujours tourner sur ce cercle-là, mais on ne pourra jamais se rendre à 50 ohms. Mais si on met simplement cette ligne de transmission, est-ce qu'il est possible d'avoir simplement une impédance réelle vue à l'entrée? Eh bien oui, c'est possible. Ce point-ci correspond à une impédance réelle uniquement, donc il n'y a pas de partie réactive. Et il y a le point ici aussi. Donc il y a deux possibilités. Soit la ligne, on la met la longueur pour qu'elle arrive ici, ou soit on la met un petit peu plus longue pour qu'elle arrive jusqu'à ici. Donc, dans ce cas-là, ça va nous donner deux impédances différentes, mais des impédances réelles uniquement. Donc, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, j'ai mis tout simplement une impédance réelle à l'entrée ici de Zin, donc une impédance uniquement réelle. Et j'ai mesuré avec la bague de Smith, c'est quoi le déplacement nécessaire pour passer de ma charge complexe de Z égale 4 moins J2, donc la même charge complexe qu'on avait ici, mais normalisée. Et en partant de cette charge-là, on se déplace sur la bague, sur le cercle de rayon constant centré au centre de la bague, jusqu'au point où on se trouve sur l'axe horizontal, parce que l'axe horizontal, on sait que c'est les résistances pures qui n'ont pas de partie réactive, inductive ou capacitive. Donc, le déplacement ici, je peux lire directement sur la bague la valeur en lambda et tout simplement, ça me donne que c'est environ la différence, puisque la fin ici, c'est 0,5 lambda et mon début était à 0,268 lambda. Donc, la différence est de environ 0,23 lambda. Ce que ça me dit, essentiellement, on a vu dans la vidéo sur les lignes de transmission, c'est que si j'avais à concevoir une ligne de transmission avec une impédance caractéristique Z0, il faudrait que ma ligne soit de cette longueur-là. Et cette longueur-là correspond tout simplement à une longueur électrique qu'il faut mesurer avec le diélectrique, la vitesse de la lumière et la fréquence. Et aussi, on pourrait aussi se demander c'est quoi l'impédance maintenant vue à l'entrée avec cette ligne de transmission de longueur 0,23 lambda. Eh bien, on sait que ça serait environ 10 ohms puisqu'on peut lire directement sur la bague c'est quelle valeur d'impédance qu'on voit ici. On voit environ 0,2 quand on fait la lecture sur la bague, fois 50 ohms pour dénormaliser, ça nous ramène à environ 10 ohms. Donc, comme on peut voir, on peut partir d'une charge complexe quelconque, 200 moins J100. Donc, ça peut être une résistance et un condensateur en série. Et on peut se trouver avec une ligne de transmission simplement, se trouver à avoir une impédance simplement de 10 ohms à l'entrée. Donc, parfois, ça peut être bénéfique, tout simplement. Ça dépend c'est quoi la source qu'on a, c'est quoi l'impédance de source qu'on a, en fait, pour fournir l'énergie à notre système. Donc, à ce moment-là, on peut combiner aussi les lignes de transmission, les composants LC, pour faire des réseaux d'adaptation d'impédance. Ça va avoir différents avantages, comme élargir la bande passante, par exemple, ou, par exemple, avoir un meilleur facteur qualité. Donc, il y a différents avantages et inconvénients. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais savoir qu'on peut prendre n'importe quelle impédance dans un plan complexe et la ramener à 50 ohms ou l'amener à n'importe quelle autre impédance pour adapter la source et la charge pour un transfert maximum de puissance. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et on va se revoir pour la prochaine capsule sur la série des radiofréquences. Merci.